Hello à tous et bienvenue donc, dans ce live du Social Club épisode 13, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis avec Guillaume Moubèche et ses deux acolytes Roxana et Erwan et on va parler en fait notamment de leur challenge YouTube et comment ils ont fait pour avoir 1000 abonnés en un mois, ce qui est quand même pas dégueulasse qu'on se le dise et il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Donc déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter rapidement? Guillaume, on va commencer par toi. Ouais, je m'appelle Guillaume Houbet, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, un outil qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. En moins de 3 ans, on a grossi Lemlist de 0 à plus de 10 000 clients partout dans le monde, avec une grosse majorité aux États-Unis. On fait aussi un peu plus de 5 millions d'ARR et on a récemment refusé 30 millions, ça, ce qui avait fait un petit peu parler de nous, et c'est aussi notre vidéo YouTube la plus regardée. Ouais. On va peut-être en discuter tout à l'heure. Ouais. Juste avant que Roxana et Erwan se présentent, est-ce que j'ai oublié de vous le préciser, mais il y a une petite cloche en haut à droite sur vos écrans, Roxana, Erwan et Guillaume. Si vous pourriez la couper, ce serait top parce que sinon on entend les petites notifications des gens qui nous disent bonjour dans le chat et ça dérange. Ok, honneur aux dames, Roxana. Salut tout le monde, je m'appelle Roxana, je suis Creative Social Media chez Lemlist et je fais également partie de l'équipe vidéo de Lemlist de Guillaume. Top. Et Erwan? Et moi, je suis donc Erwan Ingres, je suis réalisateur chez Lemlist, donc je m'occupe de toute la partie production vidéo, donc des vidéos YouTube et autres chez Lemlist. Ok, super. Et bah top, une équipe de feu quand même. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir du coup Guillaume beaucoup, mais jamais Roxana et Erwan qui font pourtant partie de ce challenge YouTube. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de les amener aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble vraiment comment vous avez réussi ce challenge. On veut tout savoir. Donc, alors, au programme, on va décortiquer tout. Hein. On va parler de la stratégie, de l'organisation, du script, de YouTube. On va essayer d'avoir un maximum de tips au possible, parce qu'il faut aussi comprendre comment vous avez fait pour faire une vidéo tous les jours quand même. Et du coup, on va laisser un petit moment pour les questions à la fin du webinaire, qui se termine normalement à 14h10. Donc, ce que je vous invite à faire dans le chat, en fait, posez vos questions dans la partie questions. Vous allez voir sur Livestorm, là, si vous regardez en haut à droite, c'est génial, Livestorm, c'est pensé pour ça. Il y a une partie questions, vous les mettez là-dedans, et après, vous pourrez même voter pour celles que vous voulez voir le plus. Et comme ça, moi, à la fin, je vais regarder les questions en priorité qui ont été le plus votées, ce qui permet de gagner du temps. Ok, super. Et ben, on va commencer donc du coup sur ce challenge. Guillaume, déjà, est-ce que tu peux me dire comment ça vous est venu en fait cette idée de faire un challenge YouTube? Ouais, juste avant de répondre à cette question, si ça ne te dérange pas, comme moi je suis toujours curieux quand il y a des gens qui viennent comme ça, pour tous les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, mettez 1 si vous êtes un fondateur de startup ou entrepreneur, mettez un 2 si vous bossez en marketing et un 3 si vous bossez en sales, juste pour avoir un petit peu une idée de qui est là. Ok, super, merci Lauriane, merci Jacques, merci Victor. D'ailleurs, cette idée, Guillaume, je vais te la piquer, je pense, pour les prochains. On peut voir qu'il y a des gens aussi qui sont là et on voit un petit peu, comme ça, j'adapte un peu mes réponses en fonction de l'audience. Très cool. Du coup, le challenge des vidéos 30 jours, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre dernier, on a recruté pas mal de personnes en marketing et c'était que des personnes qui n'avaient pas d'expérience en startup. Et donc, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens avaient peur un petit peu de se tromper, un peu peur d'échouer. Et comme moi, je passais de ce rôle de la personne qui fait tout dans la boîte à un manager qui doit dire un petit peu plus aux gens quoi faire, je me suis senti un peu frustré par ce manque d'activité de ma part et d'action. Et je me suis dit, je vais montrer qu'en fait, c'est pas grave, qu'il faut se lancer des challenges, que potentiellement, ça va échouer, qu'on peut se lancer des challenges ambitieux et qu'il faut juste y aller. Et je me suis dit, je connais pas YouTube. En fait, à l'époque, je m'étais fait bannir mon compte LinkedIn aussi où je faisais des millions de vues tous les mois. Et donc, je me suis dit, ok, YouTube, je connais pas, ça a l'air cool. On avait Erwan, on bossait avec lui depuis. Erwan, c'était en fait, à la base, il était employé numéro 2 chez Lemlist quand même. C'était un des premiers, quoi. Et donc, du coup, il était revenu avec nous pour nous rejoindre à temps plein et on s'est dit, ok, pourquoi pas tester ce challenge. À côté de ça, donc, je savais pas exactement encore les sujets qu'on allait traiter, mais je me disais, j'ai appris plein de choses au cours de mes années d'entrepreneuriat qui m'ont permis de revendre une première boîte Lempod, de grossir Lemlist à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel,
Donc, je me suis dit, allons-y et testons. Ok, je comprends. Mais du coup, est-ce que tu pourrais me dire, alors aujourd'hui, peut-être avec un petit peu plus de recul, genre, ça sert à quoi, tu vois, d'avoir une chaîne YouTube finalement pour une entreprise? Parce qu'en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que la chaîne YouTube, elle est à ton nom. Pourtant, donc, tu as les 2 employés de Lemlist qui travaillent pour. Donc, qu'est-ce que ça amène derrière pour Lemlist? Alors, en fait, si tu veux, quand tu crées du contenu de façon générale, ça se découpe un peu en un funnel, un entonnoir. Tout ce qui va être sur ton haut du funnel, ça peut être la partie awareness, donc est-ce que les gens te connaissent, savent ce que tu fais, etc. Et tout ça, c'est lié à la valeur que tu apportes aux gens. Typiquement, si je t'apporte de la valeur et que tu vois que mon contenu est intéressant, la première chose que tu vas faire, c'est regarder qui suis-je et ce que je fais aussi. Et donc, par conséquent, c'est là où tu commences à créer ta relation et les gens commencent à être habitués à savoir qu'en fait, OK, je suis Guillaume Moubèche, mais je suis le CEO de Lemlist. Donc, le jour où potentiellement tu as besoin de te lancer dans de la prospection, là, tu vas arriver sur une autre brique de contenu qui t'apprend à faire de la prospection. Et après, pour les outils, c'est là où tu deviens un client Lemlist. Donc, en fait, c'est très large. Et moi, mon objectif étant d'aider plus d'1 million d'entrepreneurs à lancer un business rentable dans les 4 prochaines années. En fait, je me dis que tout ça, toute cette chaîne et tout ce contenu qu'on crée, ça fait partie de ce qui va nous permettre par la suite, évidemment, d'offrir, tu vois, les meilleurs outils possibles à des clients pour qu'ils puissent réussir à lancer leur business, en fait. Ouais, ok, je comprends. C'est super smart, en fait. C'est comment utiliser ton personal branding, finalement, pour faire de l'entrée de funnel, un peu, et puis de l'awareness sur ta marque. Mais donc, c'est pas directement pour vendre, quoi. C'est vraiment juste pour te faire connaître, et puis après, se dire que tu vas attirer du monde comme ça, quoi. C'est Ouais, ça? exactement. En fait, tu vois, même si tu regardes l'essence même, en fait, la vente, quand tu développes un produit ou un service, c'est que tu apportes une solution à un problème. Il y a des personnes qui n'ont pas ce problème, donc forcément, ils n'utiliseront pas ta solution ou ton service. Ça, c'est pas trop enfin, c'est pas le principal, quoi. Ce qui est important aussi, c'est que les gens, au moment où il y a une relation commerciale qui se crée, pour que quelqu'un achète ton produit ou ton service, il faut qu'il y ait la confiance. Et pour qu'il y ait la confiance qui s'installe, il faut que les gens soit te respectent, soit trouvent que tu apportes du contenu intéressant ou que tu leur apportes de la valeur. Et ça, en fait, la chaîne YouTube, ça permet de te crédibiliser par rapport à un certain type de contenu, d'apporter de la valeur de façon gratuite et aussi de toucher potentiellement une cible beaucoup plus large. Tu vois. Et donc, c'est un peu comme ça, dans cette idée-là, qu'on a essayé de se lancer. Ok, super. Alors, si on essaie de revenir du coup sur le challenge YouTube, donc tu t'es dit, ok, je vais me lancer sur YouTube, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Ça a marché pour moi sur LinkedIn, je peux plus y être, donc je vais décliner sur cette plateforme. On va lancer un challenge comme ça va nous motiver, si je comprends bien, et on va faire une vidéo par jour. Alors, enfin. Quand même, tu vois, moi je regarde par exemple les vidéos de Lena Situation, bon ça n'a rien à voir, mais je sais qu'elle est toute seule et qu'elle galère à faire une vidéo par jour et que ça, rien que ça, c'est une prouesse énorme. Donc est-ce que tu pourrais me dire globalement comment vous êtes organisé, comment vous avez fait pour, tu vois, d'un point de vue un peu technique, pour faire une vidéo, quoi. C'était quoi votre orga? Alors, en fait, ça a commencé, on était en Turquie, en team building. Donc, en fait, toute l'équipe, elle est remote. Donc, on a un bureau à Paris avec peut-être un tiers de toute l'équipe Lemlist. Et sinon, les gens sont dans peut-être 5-6 pays différents. On essaye de se retrouver au moins 2-3 fois par an dans des endroits assez cool. Donc là, on était en Turquie. Erwan a bossé sur un script pour lancer une vidéo un petit peu marrante. En fait, on voulait se foutre un peu de la gueule des infopreneurs, tu sais, des gens qui vendent des formations où ils disent avec ma formation, tu vas faire des millions en moins de 10 jours. Et donc, on a commencé à faire un truc un peu comme ça, donc un peu rigolo que Erwan avait scripté. Et donc, on a tourné tout ça là-bas. Ça, c'était notre première vidéo qui demandait beaucoup plus de montage et tout. Et quand on a eu la première vidéo, on a dit, OK, on lance le challenge. Et en fait, j'ai dit, OK, il faut qu'on trouve des idées. Moi, je connais rien à YouTube. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est interviewer des YouTubeurs. Donc, j'ai interviewé un mec qui était chez WeWork, qui s'appelait Louis, de la chaîne Grain, qui avait une chaîne avec plus de 100 000 abonnés. Ensuite, j'ai interviewé aussi Stan Leloup de Marketing Mania. Il m'avait déjà interviewé avant, je me suis dit que c'était facile de l'interviewer. Et donc, en fait, petit à petit, en parlant avec eux, je me suis dit, OK, tu vois, il me disait, tu peux faire plusieurs types de chaînes, soit des chaînes avec des contenus très actionnables, soit des chaînes avec des trucs un peu plus philosophiques, soit faire de la vidéo où en gros, tu analyses quelque chose. Donc, en fait, je me suis dit, là, on a plein d'idées globales de types de vidéos qu'on peut faire. Et maintenant, il faut remplir les cases avec des idées. Donc, première vidéo, elle avait été préparée 2 semaines avant le début du challenge 30 jours.
Et lorsqu'on a lancé le challenge, on avait peut-être commencé à tourner 1 ou 2 vidéos et en vrai, on n'avait pas de vidéo d'avance au début, tu vois. Et en fait, c'est après la Le stress, non? Ouais, c'était vraiment stress. Erwan, il transpirait tous les jours. Il était pas bien. Et la 3e vidéo, on avait du retard de toute façon. Donc, Ouais. Parce qu'en fait, à la base, surtout ce qu'on s'était dit, je crois, c'est en fait, on s'était dit un truc, genre, on publie tous les jours à 14h. Ou en fait, c'est plutôt, genre, je me l'étais dit dans ma tête, mais je l'avais pas dit à Erwan. Et alors, on a commencé à le faire tous les jours à 14h. Et du coup, à un moment, il avait trop de pression et il m'a dit, mais on n'a jamais dit ça. Et tout. J'ai dit, je pensais l'avoir dit, ok, mais je dis, c'est pas grave, tant qu'on publie aujourd'hui. Et donc, en fait, après, ça a un peu varié au niveau de l'heure. Et au final, à la fin, on faisait tous les soirs, non? Non, c'était midi. Ah non, à midi, bah voilà. Donc non, en fait, on a réduit la deadline, mais on a réussi à prendre un peu d'avance. Donc après, ce qu'on s'est dit, c'est, là, du coup, avec Roxana, on a beaucoup bossé sur le type de sujet qu'on allait pouvoir faire. Et en gros, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui est vachement, vu que notre audience, c'est globalement des gens qui étaient en start-up ou entrepreneurs qui voulaient un petit peu se lancer. Moi, j'ai beaucoup poncé tous les outils qu'on peut utiliser. Et je sais qu'il y a plein de gens qui savent pas utiliser Slack, même si c'est un outil simple. Il y a plein de gens qui savent pas utiliser juste des trucs trop puissants que tu peux faire avec Slack, avec Google Sheet, avec ton Gmail, avec Notion. Et donc, en gros, je me suis dit, petit à petit, je vais prendre les trucs que je maîtrise, faire des vidéos là-dessus. Et après, tester aussi d'autres formats. Donc, on a testé l'interview, on a testé les vidéos comme ça, plutôt tool. On a testé les trucs un peu plus inspirants. Et voilà. Donc, en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement jusqu'à ce qu'on réussisse à un moment à prendre peut-être genre 2-3 jours d'avance. Je crois que c'est le maximum qu'on a réussi à faire. En vrai, c'était stressant. 2-3 jours d'avance. Après, il y avait le week-end d'après qui arrivait et qui t'enlevait l'avance. Parce que vous postiez aussi les week-ends, du coup, ouais. Ouais, c'est vraiment une vidéo par jour. J'ai dit que c'était une bête d'idée, tu sais, genre 30 vidéos en 30 jours. Et franchement, après 8 jours, j'étais là, mais je suis vraiment été con, quoi. C'était un peu le regret. Franchement, vous avez bien tenu. Et du coup, Roxana, je crois que c'est toi, en fait, qui aide vraiment Guillaume à trouver les idées donc, pour les vidéos. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as trouvé les idées là-dessus au début et à la fin? Je sais que le process a un peu évolué, justement. En fait, quand j'ai rejoint la team, c'était en novembre et ils avaient déjà 4 vidéos, je pense, publiées. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait une page sur Notion parce que nous, on s'organise tous sur Notion, sur les outils magiques où tu peux tout faire, en fait. Il y avait pas mal des idées tuto, il y avait pas mal des idées sur des sujets motivationnels, des sujets qui peuvent inspirer les gens. Et en fait, on s'est demandé, OK, qu'est-ce qu'on maîtrise et qu'est-ce qu'on peut apprendre aux autres? Pour nous, c'était assez important parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps à scripter. Et il fallait que ça soit quelque chose de rapide, quelque chose qu'on maîtrise et quelque chose qui ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais. Ouais, vas-y. Et aussi, on a toujours posé des questions dans les descriptions. Du coup, on a demandé des gens, OK, qu'est-ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne? Et ça c'était cool, ouais. C'était cool parce que c'est comme ça qu'on a reçu beaucoup des idées. Tu les as mis directement dans la description de la vidéo, en fait. Tu demandes. Dans la vidéo même, en vrai. Ouais. Genre, moi, je leur disais, genre, face cam en mode. D'ailleurs, si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite un sujet en particulier, dites-le moi en commentaire. Et en fait, il y avait des gens qui balançaient des bonnes idées. Et du coup, j'ai repris des idées pour faire des vidéos. Et du coup, ça me permettait de faire une transition en mode. Dans une dernière vidéo, vous avez été beaucoup à me demander comment faire X, Y, Z avec Notion. Donc, voilà. Ouais, de toute façon, c'est toujours le mieux de demander à l'audience, c'est eux qui savent mieux que nous. Et Roxana, tu as parlé de script aussi, tu dis que vous n'aviez pas beaucoup de temps. Du coup, c'est toi qui t'occupes de rédiger les scripts, c'est ça? Oui, avec lui. Ok. Et vous passez combien de temps à peu près à rédiger un script de vidéo? En fait, il y a 2 cas, je pense. Je pense que ça dépend du sujet. Parce que si c'est un sujet qu'on maîtrise pendant le challenge, par exemple, on n'a pas eu le temps d'écrire des vidéos scriptées. Je pense qu'il n'y avait pas de vidéos scriptées. Et du coup, il y avait des jours, je pense que chaque lundi, je faisais environ 3-4 scripts. Et du coup… En gros, si tu veux, il y avait… en fait, il y a 2 types de vidéos. Les vidéos du challenge, globalement, c'était des vidéos où on avait le sujet. Et soit j'y allais en freestyle, ça c'était au tout début, donc j'ai le sujet, je sais ce que je veux dire et j'y vais et après Erwan se débrouille au montage, ce qui est un peu relou. Et après sinon avec Roxana quand elle est arrivée, là on a commencé à plus structurer, c'est-à-dire que Roxana elle commençait, moi j'avais le sujet où on trouvait le sujet ensemble
on mettait en fait quelques bullet points. Donc, quelles sont les grandes lignes en fait qu'on veut aborder dans la vidéo. Je pouvais la challenger sur 2-3 trucs où on brainstormait ensemble. Ça, c'est assez rapide. Donc, c'est pas vraiment des scripts. Et après, les vidéos scriptées, il y en a une qu'on avait faite, c'était Growth Mindset. Ouais. Parce que là, du coup, c'est une vidéo plus à but inspirationnel. Et donc là, tu vois, c'est important que chaque mot tombe juste et que le ton soit bien, tout ça. Et donc celle-là, elle était scriptée. C'est Rox qui avait bossé là-dessus. Ouais. Et je pense que je vais passer environ 3 jours parce qu'en fait, c'était un sujet assez théorique. Il y avait beaucoup de recherches sur certains types de mentalités, sur des études. Du coup, j'ai dû passer plus de temps. Ok, je vois. C'est marrant, mais alors donc du coup, parce que ça c'était une question aussi que je peux te demander, parce qu'en plus, Guillaume, je trouve ça assez ouf que, tu vois, t'étais pas youtubeur, t'es allé là-dessus, tu t'es dit, ok, je vais interviewer quelques mecs pour savoir comment ça se passe, et là tu te retrouves du coup à devoir faire une vidéo hyper, avec du contenu, tu vois, hyper théorique et hyper beaucoup de valeur, avec un script, tu vois, comment tu gères ça, genre comment t'as fait pour le filmer? Ça, c'est une question que je me suis pas demandé. T'avais un prompteur ou alors Ouais, ça clairement le prompteur pour cette vidéo-là, c'était la vie. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que c'était la première fois qu'on a utilisé le c'était la première fois. En fait, c'est la vidéo sur le Growth Mindset, c'est la première fois qu'on avait utilisé un prompteur. Ouais. Et le prompteur, en fait, moi, j'avais découvert ça aux États-Unis il y a quelques années, où en gros, au tout début de l'Emlist, quand je faisais des vidéos pour la communauté ou des trucs comme ça, j'avais acheté un trépied à 15 balles sur Amazon avant qu'Erwan arrive. Je mettais mon téléphone et je parlais, tu vois, pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes. Et après, je reprenais, je coupais et j'essayais de faire une vidéo un peu cool. Et en fait, quand j'étais parti aux États-Unis, avec un de nos partenaires là-bas, il voulait faire une interview de moi et tout. Et là, le mec qui était arrivé, le caméraman, il avait une bête d'éclairage. Enfin, le truc, c'était vraiment stylé. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange juste d'allumer ta caméra et moi, je vais parler devant et après, tu m'enverras tous les rushs et je veux cette qualité de vidéo, tu vois. Et là, après, ils m'ont dit, bah, c'est pour faire quoi tes vidéos? Et je dis, bah, je veux parler de cold email, de trucs. Ils me disent, mais vas-y, mais prends tes scripts. Et j'étais là, comment ça, mes scripts? Et là, ils m'ont dit, bah, tu prends un script et tu fais un prompteur et on le fait et ça sera beaucoup plus sharp. Et j'étais là, bah non, j'ai jamais fait ça. Ils me disent, bah si, fais-le et on revient demain et demain, on te filme, tu vois. Et en fait, du coup, j'avais bossé avec une meuf là-bas qui m'avait pas mal aidé sur la partie wording, tout ça. Et j'avais lancé cette série qui avait ultra bien marché sur YouTube, enfin sur LinkedIn à l'époque, qui avait fait des centaines de milliers de vues. Donc, c'était les Cold Email Tips, etc., où je donnais des conseils très actionnables. Et en fait, j'avais découvert à ce moment-là le prompteur et c'est vrai que c'était un truc qu'on avait, où on s'était dit, bah, potentiellement, on peut le réutiliser. Et ça marche bien, ça fait gagner du temps, en fait, surtout sur la prise de vue et le montage, au final. Ouais, j'imagine. Bah, du coup, comme on parle de montage et de tournage, avant de parler du montage, Erwan, est-ce que tu peux nous dire combien de temps vous passez à peu près pour le tournage d'une vidéo? Alors, pour le challenge, c'était environ 1 heure de tournage par vidéo. Une vidéo qui dure combien de temps à peu près? Une vidéo qui dure 10 minutes. Ouais, quand même. Ouais, donc c'était, en fait, comme c'était en freestyle, il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de ratés, faut reprendre, là, la phrase, elle marche pas bien, etc. Il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas encore de studio et donc on allait dans une salle le à setup, WeWork. Ça prenait plus de temps. Ouais, ça prenait 10-15 minutes au début, 10-15 minutes à la fin. Juste installer, désinstaller parce que la salle l'a réservé, quoi. Donc voilà, 1 heure par vidéo à peu près. On essayait de les enchaîner, d'en faire 3 ou 4 en une après-midi. Ouais, c'est comme ça que du coup vous vous organisiez après en fait. Vous faisiez une journée shooting pour 3 vidéos, vous faisiez une journée script pour 3 vidéos et comme ça vous aviez 3 à l'avance et après etc. Non, j'imagine. Ouais. Ok. En parallèle. Ouais. Et là, vous avez quel matériel du coup, Erwan, pour parce que 15 minutes pour monter démonter, ça doit être. Ouais, alors ça évolue pas mal. Tous les mois, on a. De faire Oh waouh! C'est le bordel là. Ouais, c'est le bordel. On n'est pas les rois de rangement, mais genre là. Ah ouais, c'est un sacré truc. Ouais, il y a pas mal de trucs. On vient d'acheter en fait parce qu'on a déménagé et maintenant on a un petit studio. On vient de déménager, tu sais, on a l'impression que c'était il y a 2 semaines. En vrai, on a déménagé depuis 4 mois. On est juste nuls quand il faut ranger. C'est tout. Mais moi, je pense que vous regretteriez vraiment de voir mon matériel. Hein. Moi, je suis avec une lampe là, maison.
Il faut commencer avec ce qu'on a. Ah en ouais, vrai, moi, j'ai commencé sans lampe. Hein. J'ai capté beaucoup plus tard que la lumière, c'était le plus important, en fait. Oui. Donc Ouais. ça, c'est notre premier YouTube tips. Pour toi, le plus important, c'est la lumière. Ah, grave. moi, je dirais le son. Je dirais le son parce qu'une vidéo qui est moche, mais qui sonne bien, on peut l'écouter, on peut rester. Une vidéo qui est belle, mais qui sonne mal, au bout d'une minute, on n'a qu'une envie, c'est que la personne se taise, quoi. Donc le son, c'est le premier investissement, je pense, avoir un micro-cravate ou un micro sur la caméra. C'est le premier truc à avoir. On peut filmer avec l'iPhone, il faut un bon son, quoi. Deuxième truc, la lumière pour faire en sorte que tu aies un beau visage, un beau setup, que ce soit bien, que ce soit joli, ça fasse qualité. Un projecteur, c'est une source diffuse, c'est mieux. Donc, nous, on a beaucoup des projecteurs. Mais au moment du challenge, on en avait 3 en gros. Donc, une grosse source diffuse et 2 petits panneaux LED. Ouais, d'un très mauvaise qualité, il faut souligner. Non, ça va. Ah, ok. Pourquoi on n'est plus alors? Si, non, mais j'utilise moins parce qu'ils sont moins diffus que les autres gros projecteurs. Mais sinon, en caméra, on avait 2 caméras, donc GH5, avec des objectifs Sigma. Donc, l'objectif, c'est aussi important que la caméra. Ça donne le look à l'image, là où la caméra fait que capter la lumière, quoi. Donc, maintenant, on en a une 3e. On ne l'a pas encore trop utilisée, mais ça vient un peu de format. Et sinon, micro-cravate Rode et en sans fil branché directement dans la caméra. Ok. Moi, j'ai l'impression que le micro-cravate Rode, c'est vraiment le classique. Tout le monde m'en parle, donc je vais peut-être investir. Bon, déjà, j'ai investi dans une ring light. On verra ce que ça donne. Mais micro-cravate ensuite. Ok, donc ça, c'est pour le tournage. Passons du coup peut-être au montage. Donc toujours Erwan, parce que je sais que c'est toi qui est responsable de ça. Tu passes combien de temps du coup pour monter une vidéo de 10 minutes? Alors, pour les vidéos du challenge, c'était assez droit au but parce qu'il fallait juste cutter ce qui n'était pas essentiel. On passait une journée par vidéo de montage. On était 2 à partir au bout de la première semaine. Il y a Thomas qui nous a rejoint au montage. Donc, on faisait une vidéo sur 2 chacun. Comme ça, je pouvais un jour de temps en temps me libérer pour les tournages. Et ouais, en fait, chaque jour, on avait une vidéo définie au montage. Attends, quand tu dis une journée par vidéo, c'est genre tu faisais 8 heures de montage pour 10 minutes de vidéo? En rajoutant tous les titres, tous les extraits les extraits de films un peu drôles, etc., les blagues et tout, en rajoutant l'étalonnage, le mixage. Une journée par vidéo. Ah ouais, ok. Ouais, c'est énorme. Ouais, donc clairement, Guillaume, tu n'aurais pas pu faire ça en fait si tu n'avais pas été aidé, quoi. Ouais, non, clairement, d'avoir cette qualité de vidéo et ce volume, ça aurait pas été possible tout seul. Après, en fait, tu vois, c'est un peu, c'est toujours pareil, quoi. Si tu veux, tu sais, on va dire que tu as 80% du taf qui peut être fait avec un setup minimum. Genre, quand je faisais les vidéos au tout départ, en fait, au final, ce qui est important, tu vois, pour ceux qui veulent se lancer, parce que nous, on a quand même poussé le truc vraiment à fond, mais si tu veux te lancer ton iPhone, une lumière ou pas, ou juste un trépied, au départ, ça fait le taf. Ce qui est important, c'est ton contenu, tu vois. Et après, évidemment, quand Erwan et Thomas aussi, qui est maintenant aussi Mina, qui s'occupe du montage, ça fait la différence parce que tu vois, tu as des beaux titres, tu as des trucs stylés, des animations, le son est bien, la lumière est bien, tout ça. Mais en vrai, ça, c'est des trucs, je dirais que c'est les 20% restants, tu vois, qui vont faire que ta vidéo, elle va passer à un. Enfin, c'est des détails, tu vois. C'est pas le corps de ce qui va te rapporter ton audience, tes subscribers, etc. Tu vois. Mais c'est super plaisant parce que c'est cool de pouvoir te dire, je fais du contenu de qualité et notre contenu, il est quali sur tout, quoi. Le contenu, la qualité de l'image, la qualité du son et tout le montage, quoi. Ouais, oui, et puis en plus, je pense qu'à à ton niveau, ça aurait été difficile de faire quelque chose de moins qualitatif. En fait, tu étais un peu obligé, j'imagine, de faire quelque chose tout de suite un peu high level, quoi, non? Ouais. Donc, tu pouvais pas te retrouver avec une petite light faite Là, tu maison. vois, aujourd'hui, on a lancé un vlog là, vendredi dernier, on a lancé le premier épisode. Et en fait, au départ, on a voulu faire un truc où c'était Erwan qui filmait. Donc en mode, Erwan, il avait ses énormes caméras, il me suivait, et tout, il faisait des trucs comme ça. On a testé genre le premier truc.
Et en fait, ça ressemblait en mode, j'avais l'impression d'être Stéphane Bern, tu vois. Bienvenue dans les. Tu vois, alors c'était horrible, quoi. Et donc, à la fin, on a décidé, bah non, en fait, si on veut faire un vlog et qu'il soit cool, bah, c'est à moi de filmer. Donc maintenant, tu vois, tous les vlogs, ça va être que des vidéos que je tourne, c'est-à-dire avec la GoPro, avec mon téléphone quand je suis genre tranquille. Donc, on repart, tu vois, sur un truc où, en fait, toute la captation, bah, elle est faite de façon non professionnelle. Et après, le montage, par contre, lui, est toujours fait par l'équipe et c'est cool. Mais en vrai, tu vois, cette vidéo, c'est une vidéo qui a aussi marché le mieux, quoi, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est... voilà, je me réveille et je fais une vidéo, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Ouais. Ouais, bon après c'est un vlog, c'est différent. Et j'avais une petite question aussi pour Erwan niveau montage. Est-ce que tu as des bons conseils, des bonnes pratiques qui, selon toi, font une vidéo dynamique sur YouTube? Parce que je sais que c'est quand même assez complexe. Donc, qu'est-ce que toi, tu as remarqué? Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui démarre? Alors, sur YouTube, ça va très vite. Faut enlever tous les blancs, tous les ratés, tous les petits trucs qui ralentissent la vidéo parce qu'il faut garder un rythme où on ne s'endort pas. Donc, il y a un autre truc pour rajouter ce rythme-là, c'est les G-cut ou L-cut. C'est donc quand tu fais démarrer le son de la prise d'après un peu avant que l'image n'arrive. Ça permet, pareil, d'enlever encore du temps, d'accélérer le rythme. Voilà, après, faut pas hésiter à enlever même des répétitions, des trucs qui semblaient importants au script, mais qui en fait, on l'a déjà entendu. Ouais. Il n'y a pas trop de secrets montage YouTube, surtout sur le challenge des 30 vidéos en 30 jours, on n'avait pas trop le temps de chipoter. On s'est amusé un peu à mettre des blagues, des trucs justement pour réveiller le spectateur, mais c'est le contenu avant tout, quoi. Ouais. Ok. Et niveau alors paramètres YouTube, Roxana, donc c'est toi qui faisais les descriptions. Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques à faire aussi ou comment tu faisais les descriptions? Je pense que c'est important quand tu écris une description que ça soit qui commence en fait par une phrase qui est assez attirante, parce que pareil pour LinkedIn comme sur YouTube, les premières 2-3 lignes sont visibles. Du coup, il faut convaincre les gens, il faut attirer l'attention des gens pour qu'ils cliquent pour voir la suite des descriptions. Ensuite, s'il y a des formats tuto ou Q&A, je conseille les gens de mettre des chapitres, de créer des chapitres. Ça, c'est fait très facilement et c'est aussi très cool pour celle ou celui qui regarde la vidéo parce qu'il peut exactement aller sur le minute qui lui intéresse le plus. S'il y a des questions, s'il y a des choses précises. Ensuite, il y a les tags qui sont très importants pour faciliter la recherche de la vidéo. Par exemple, on ajoute toujours le nom de Guillaume ou l'Emlist et comme ça apparaît dans la liste sur toutes les vidéos cherchées avec ce nom. Et je pense que c'est très important, bien sûr, la miniature et le titre. La miniature doit être d'une très bonne qualité. C'est très important de choisir une photo qui s'assoit à toi, genre à nous, pas forcément trouver sur Internet parce que ça sert à rien. Ensuite, c'est très important de s'aligner avec l'identité de la boîte. Si, par exemple, tu as un cover YouTube qui est vert, tu ne vas pas mettre un playlist qui est rouge ou je ne sais pas. Il faut vraiment s'aligner avec tout ça. Et le titre, c'est très important parce que le titre, c'est ce qui attire les gens de cliquer. Ouais. Je pense que la syntagme KISS, Keep It Simple and Stupid, marche très bien sur tous les réseaux. Il faut vraiment avoir un titre très court, je ne sais pas, maximum 4-5 mots, un mot-clé si c'est possible. Et surtout, par exemple, pour ceux qui font des vidéos tuto, ça marche très bien le format 3 conseils pour comment faire du coup des titres questions ou des titres qui attire l'attention. Ouais, finalement, il ne faut pas nécessairement réinventer la roue, quoi. Si les titres de blog 5 astuces pour, ça marche aussi sur YouTube. Ok, cool, trop bien pour tous ces tips, Roxana. Et Guillaume, alors je crois que vous avez dû forcément, tu vois, pour avoir 1000 abonnés quand même, donc il y a, si je comprends bien, il y a la création, enfin, le contenu en tant que tel qui était de bonne qualité, donc ça c'est une chose. Et après, j'imagine que vous avez quand même dû faire un peu quelques efforts de communication hors YouTube
pour attirer un maximum de gens sur la chaîne. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais, en gros, on a distribué un petit peu tout ça. En fait, ce qui était un peu chiant, c'était pas très logique d'avoir fait ça. C'est un truc que je regrette. On a commencé la chaîne en français, alors que toute ma vie, j'ai toujours fait tout le contenu en anglais. Et en gros, je sais même plus pourquoi j'avais fait ça à la base. Je pense que c'est parce que je m'étais dit, on veut tester. Je sais pas, en fait, on venait d'ouvrir le bureau à Paris. On parlait de plus en plus français avec la team de Paris, alors qu'on avait toute notre team internationale. Je pense que j'étais un peu perdu à ce moment-là. Et en gros, Ça arrive. ouais, ça arrive, c'est ça. Et donc, du coup, après, je me suis dit, bah, OK, on lance, au moins, ce sera un bon test, parce que ce sera facile, tu vois, à faire en quantité. Et après, on a fait en distribution, utiliser mon profil Facebook. On a lancé le compte Instagram au même moment, je crois, ou un petit peu après. Donc, essayer de lancer en même temps les deux, réutiliser les vidéos sur Insta et sur YouTube, où on me présentait une première partie de la vidéo et on leur disait de continuer d'aller voir sur YouTube. On a fait aussi un peu d'email. Je crois qu'on avait envoyé juste une fois. On l'a pas montré. En fait, c'est pareil. Tu vois, comme notre communauté, elle est majoritairement anglophone ou internationale, vu qu'on doit avoir peut-être 90% à l'étranger. En fait, c'était impossible pour nous de vraiment utiliser toute la communauté sur la chaîne YouTube. Et encore aujourd'hui, je crois qu'on n'a jamais envoyé de message vraiment à notre base client à propos de ça. Et c'est un peu dommage, je pense qu'on va devoir le faire. C'est une bonne idée, ça me fait penser à un truc à rajouter. Mais du coup, honnêtement, pour YouTube, YouTube met quand même ta vidéo, ils vont la montrer, tu vois, ils la mettent un temps sur une page d'accueil. Et si ça prend, les gens, ils viennent et ils regardent et eux, ils se basent. Enfin, il y a un moment où tu peux pas te cheater, quoi. Je sais que c'est Yann Leonardi qui fait une chaîne qui est vraiment stylée aussi, c'est Kali, et lui, il a passé beaucoup de temps à tester plein de choses et globalement essayer de driver du trafic, donc amener du trafic de LinkedIn, Facebook, tout ça. En fait, ça va pas booster forcément ta vidéo, tu vois. Ce qui est important pour YouTube, c'est que les gens qui arrivent sur ta vidéo, ils restent assez longtemps. Et ce qui compte le plus dans l'algo, c'est s'ils montent la vidéo sur la homepage, quel est le taux de clic. Donc en gros, ils mettent en compétition avec d'autres gens. Quel est le taux de clic? Et les gens qui ont cliqué, est-ce qu'ils restent bien, tu vois. Donc ça veut dire que si ta cover, elle est bien avec le catchy, mais que les gens, ils restent 3 secondes, en fait, tu es pénalisé, tu vois. Donc il y a ça aussi, tu vois. Donc il faut faire attention, il faut avoir le bon ratio entre watch time, donc le temps que les gens passent à regarder ta vidéo, et click rate, donc le nombre de pourcentage de personnes qui cliquent sur ta vidéo pour la regarder. Ouais, donc c'est pour ça que finalement, le plus important, on en revient donc à la vignette, au titre, quoi, pour qu'en fait, quand les gens ils voient ça, ils aient vraiment envie de cliquer dessus. Et puis après, le contenu de ta vidéo qui doit être vraiment intéressant pour que les gens restent du début à la fin, quoi, c'est ça. Ouais, clairement, en fait, pour moi, même le contenu, c'est clé, quoi. À partir du moment où tu fais un truc vraiment quali, il y a des fois où, tu vois, on s'est dit, cette vidéo, elle est ouf, ça va être trop stylé. C'était un échec, tu vois. Mais ça, c'est la même chose quand tu fais des fois, je fais des posts LinkedIn, je me dis, putain, ils sont grave stylés, celui-là, c'est sûr qu'il va buzzer. En fait, pas du tout. Et après, c'est avec le recul où tu te dis, ouais, en vrai, c'était peut-être pas ouf. Et en fait, tu t'adresses peut-être qu'à un segment vraiment trop petit. Tu les as peut-être pas bien touchés. Et puis, il y a aussi le côté où, YouTube est censé comprendre les topics de ta chaîne. Et nous, comme on a fait pas mal de trucs différents, je pense qu'on n'est pas là. Franchement, je pense pas qu'on est l'exemple à suivre. Surtout qu'on a switché la chaîne de français à anglais. Donc là, c'est le débat. Est-ce qu'on va delete toutes les vidéos en français pour les remettre sur un autre compte ou quoi? À voir. Mais en vrai, ce qui est important, c'est que YouTube comprenne exactement le type de contenu que tu fais. Que plus il y a des gens en fait qui regardent tes vidéos parce qu'elles sont dans une case très précise, plus potentiellement par la suite, il peut t'en amener d'autres en fait. Ouais, c'est le même principe que sur Google et le référencement, quoi, au final. Ouais, et pour YouTube, c'est aussi important la fréquence. Si tu as posté, comme on a fait pendant le challenge, on a posté 30 jours chaque jour, et ensuite on a fait une pause de 2 semaines. Ouais. Ça n'était pas... Ouais, c'était pas ça il vaut mieux en poster régulièrement, du coup, c'est ça, faire une vidéo par semaine, mais que YouTube identifie bien. Ok. Et tu as parlé un peu de métriques. Donc, Roxana, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, vous en êtes où sur votre chaîne YouTube niveau chiffres? Je pense qu'on a 5060, 600, pardon. Oui. Qui regarde tous les matins, Guillaume, aujourd'hui. 32 en fait. Refresh. Oui.
Je pense que c'est ça, le nombre des abonnés qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et après, non, c'est surtout genre le watch time qui est Ouais, assez le ouf. watch time. Ouais, Je c'est sais pas. la question que j'allais poser. Est-ce que vous pouvez divulguer le watch time ou le taux de clic 40 000. 40K. 40 000 Ouais. minutes. Ouais. Ouais. de manière générale et sur une vidéo, est-ce que vous l'avez en tête ou pas? Regardez. Non, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Attends, vas-y, on va te dire ça tout de suite. Mais non, mais en vrai, ouais, le watch time, il est impressionnant. Il est impressionnant parce que il y avait des vidéos où, typiquement, la vidéo que j'ai faite sur le pitch, là, qui a été vue 15 000 fois, cette vidéo, elle dure quasiment 1 heure et le watch time. Alors que tu vois, au final, ça, une fois de plus, quand on parle de la qualité des trucs et tout, c'est un zoom que j'ai recordé hein, quand même. Tu vois. Donc, évidemment, il y avait Erwan qui me filmait comme ça, mais sinon, l'autre vidéo qu'on a, c'est un zoom. Donc, en vrai, si j'avais publié le zoom, ça aurait été pareil. Vas-y, du coup. Les 40 000 sont pour les dernières 28 jours. Ah, et total Ouais. Un total. C'est un nombre de vues. Ouais, c'est lui. Le nombre d'heures. Ouais, c'est 180K. 180 000 vues en 5 mois, quoi. Ok, bon, ça fait énorme, ouais, quand même. C'est beaucoup. Je pense que je vous demanderai de m'envoyer si vous pouvez, les chiffres et je les partagerai comme ça dans le replay pour que les gens puissent voir vraiment les chiffres. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'on nous dit toujours le watch time c'est bien, mais on sait pas trop qu'est-ce qui est bien en fait comme chiffre. Donc ça peut être trop cool. Qui sont difficilement mesurables. Ouais. En fait, le watch time, c'est le plus important pour toi parce que, en gros, c'est toujours pareil, tu sais, sur les plateformes, il faut toujours comprendre quel est l'intérêt de la plateforme. C'est la même chose en vente, tu vois, quel va être l'intérêt de ton client, quel va être l'intérêt de la personne que tu contactes. Et sur YouTube, c'est ça, c'est quoi leur intérêt? Leur intérêt, c'est d'avoir des gens qui regardent le plus longtemps possible parce que plus ils restent, ça veut dire plus YouTube peut vendre de pubs et ainsi de suite. Et donc, eux, plus ils se font du cash. Donc, si tu vois, c'est pour ça que créer des playlists, ça marche très bien aussi. Que si ta playlist elle est pertinente et que le mec qui regarde une vidéo et il termine, il a commencé par ta vidéo et en fait il se retrouve 1 heure plus tard à ta 10e vidéo, bah, YouTube ils sont trop contents parce qu'ils se sont dit ok, ce mec là on lui a montré genre 4 pubs ou 6 pubs sur la dernière heure, donc on a fait tant de cash avec lui, donc ce créateur de contenu on va le booster parce qu'il permet de mettre les gens dans des tunnels et de les faire rester longtemps sur la plateforme. Ouais, je vois. Il est déjà 14h08, donc je vais te poser une dernière question conclusion et après je vais prendre quelques-unes dans l'audience. Alors, Guillaume, selon toi, du coup, pour conclure, qu'est-ce que vous avez bien réussi dans ce challenge? Qu'est-ce que tu referais, tu vois? En fait, ce qui était cool, c'est de se lancer. Parce que déjà, tu vois, moi, je connaissais pas YouTube, j'avais pas vraiment fait de vidéos sur cette plateforme et tout. Donc, les trucs qu'on a réussi, c'est déjà de tenir le challenge des 30 jours, d'avoir aussi en fait, de montrer à l'équipe que c'est pas parce que tu connais pas un sujet que tu peux pas apprendre rapidement, que aussi c'est pas parce que tu n'as pas toutes les vidéos planifiées que tu vas manquer de créativité, parce qu'en fait, plus tu fais de vidéos, plus tu as d'idées. Ça, c'est exactement la même chose avec le vlog, tu vois, genre, je suis parti, le premier vlog, je l'ai fait, et après, j'étais là, genre, bah, on va faire quoi maintenant? Et en fait, c'est un peu ça, tu vois. Mais en vrai, pendant le vlog, j'ai eu d'autres idées, donc je me suis dit, attends, on va faire ci, ça, ça. Le deuxième vlog, je l'ai tourné, et à partir du deuxième vlog, bah, j'avais déjà genre 4 idées pour les prochains, tu vois. Donc, c'est ainsi de suite, tu vois, il faut faire pour avoir, c'est un peu comme, voilà, c'est l'appétit vient en mangeant, bah, la créativité, c'est la même chose. La créativité vient en produisant plus de contenu. Donc ça, c'était les trucs, je pense qu'on a bien réussi. Atteindre 1000 abonnés, je crois qu'au final, on a fait peut-être 1400 ou 1300 en 30 jours, donc ça, c'était cool. Les trucs, les erreurs que je referai pas sûr en fait que d'avoir fait déjà le truc en français c'était con sachant que notre audience est internationale donc on l'a pas du tout utilisé comme le compte Insta en français alors que tous les gens qui nous suivent sont plutôt anglophones, ça a pas de sens. Donc ça c'était voilà erreur. Autre erreur, je dirais que c'est peut-être de s'être vraiment mis la pression sur 30 vidéos en 30 jours parce que dans les 30 je pense que tu en as quand même je pense qu'il y en a peut-être 4-5 qu'on a fait parce qu'on se dit il faut qu'on fasse une vidéo et du coup la qualité c'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu faire. Tu vois. Et donc il y en a typiquement que j'aurais bien aimé refaire. Mais après voilà, hein, sinon globalement c'était plutôt positif je pense. Bah oui, déjà vous avez réussi donc forcément c'était positif. Ok, bon il est 14h10 mais on va prendre une question de Sarah. Quel conseil pour la miniature quand on n'est pas designer? Quels outils pour la créer rapidement tout en faisant le plus pro possible?
Du coup, je conseille Figma ou Canva, qui sont des outils gratuits qui proposent des milliers de templates sur des CV, de cover, de IGTV ou peu n'importe. Ok, super. Et ben, on a le temps même pour en prendre une deuxième, tant qu'il n'est pas 14h11. Je gratte. Encore de Sarah, pour Erwan, du coup, quand on débute, quel outil conseillerais-tu pour le montage vidéo? Alors, si vous n'avez pas le budget pour la suite Adobe, qui est quand même pour moi le meilleur choix, parce que c'est très complet, il y a toujours DaVinci Resolve qui est gratuit en montage. Et j'ai eu de très bons retours. Je n'ai jamais utilisé personnellement pour le montage, mais il y a de plus en plus de gens qui y passent. Sinon, si vous avez le budget, la suite Adobe, c'est très complet, quoi. Ouais, on peut la trouver craquée aussi. De toute façon, c'est Guillaume qui va nous passer le lien. Ok, super. Bon, eh ben, il est 14h11, donc on va s'arrêter là pour ce webinaire. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous recevoir et j'espère que vous avez appris plein de choses sur, alors pas vous, hein, mais les gens présents qui ont appris plein de choses sur YouTube. Moi, en tout cas, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de les suivre sur YouTube et puis sur les autres, même de toute façon, réseaux sociaux, parce que ce que vous faites, c'est vraiment top. Et franchement, la chaîne YouTube, moi, je la trouve trop stylée, Guillaume. Je trouve que ce que tu partages comme conseil, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez un dernier petit mot de la fin avant qu'on arrête? Perso, non, n'hésitez pas si vous avez des questions. En fait, on est tous, je pense, joignables sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, n'hésitez pas. Ok, et ben super. Je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard dans le webinaire. Ciao, ciao!